Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bien le bonjour mes amis, un bon dimanche. Je sais quelles sont vos préoccupations. En cette fin d'année, c'est la Saint-Sylvestre qui arrive. On a passé Noël, ça s'est bien passé, on a bien digéré, on était heureux, on était en famille. Mais là, ce profil la Saint-Sylvestre, oui, je sais, c'est la double dose. Alors justement, on va tout de suite commencer notre menu de Saint-Sylvestre parce qu'il y a des choses qui sont obligatoires. On va être français aujourd'hui dans l'émission, mais on va s'occuper du luxe alimentaire à la française. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Allez, on attaque d'entrée de jeu notre menu de Saint-Sylvestre par le caviar français. Le caviar français, quelle merveille. Je suis avec Laurent Dulot au téléphone, qui est le PDG du groupe Caviar. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Alors il est vrai, cher Laurent, que le groupe Caviar, c'est un peu la holding, on peut dire, mais notamment la marque Sturia que les gens connaissent bien pour le caviar d'Aquitaine. C'est exactement ça, c'est la marque étendard. Oui. Cette noble passion que nous partageons avec certains petits camarades qui est le caviar d'Aquitaine. Alors moi je suis content de terminer l'année radiophonique en votre compagnie et ceux de mon collègue qui vont suivre, parce que derrière, après cette perle noire, vous verrez, on aura le diamant noir. Mais pour l'instant, restons dans cette perle noire ou grise ou même bronze, parce qu'il y a des teintes multiples, il y a une vraie gamme de couleurs dans le caviar, serait-il en Aquitaine. Une vraie toile à la Soulage. Alors c'est ça, c'est la beauté dans le sombre, dans les teintes sombres. Laurent Dulot, d'abord, j'ai envie de vous dire quelle belle fête cette année 2025 avec l'obtention de l'indication géographique protégée. Vous l'avez attendue celle-là? Une petite douzaine d'années, mais après on est habitués, nous, producteurs de caviar, à élever nos esturgeons pendant des années pour avoir notre or noir, donc voilà. Bon, on est fiers. Il y a de quoi. Donc IGP, indication géographique protégée, caviar d'Aquitaine. Et donc ça identifie, je dirais, le travail dans une aire d'appellation. Alors l'Aquitaine, on sait que c'est une grande région, donc ça, du haut en bas, il y a de la place, mais ça identifie quand même un savoir-faire qui est ancestral, et ça on ne s'en doute pas. En fait, c'est ça, les IGP, les AOC, les AOP, c'est trois dimensions. C'est la dimension du merroir, du terroir. Nous, c'est des merroirs. Donc, comme vous venez de le signaler, le bassin versant à Dour-Garonne, qui est très, très vaste. Du mésoclimatique, pour la faire très courte, c'est-à-dire 45e parallèle nord. Et ensuite, le savoir-faire des hommes, qui est effectivement séculaire. Donc, c'est ces trois dimensions qui ont été... labellisé par l'Europe pour l'IGP Caviar d'Aquitaine. Alors, je sais que dans votre région, on va dire dans tout le sud et le sud-ouest en particulier, Occitanie, Aquitaine, on a beaucoup parlé d'élevage parce que nos éleveurs français étaient vraiment sur la brèche. Nos éleveurs, mais quand on parlait d'éleveurs, c'était plutôt les éleveurs bovins avec des problèmes d'épizootie. Et on a parlé aussi des éleveurs de volailles. Il faut rappeler que ceux qui font du caviar élèvent des esturgeons. Vous êtes des éleveurs avant d'être des éleveurs d'œufs, vous êtes des éleveurs de poissons. Vous enlevez tout de bouche, cher Vincent. On est à la fois des éleveurs de poissons, et comme je disais, 7 ans pour le Berry, 8 ans pour le Gulenstati, 14 ans pour le Beluga. Chez Sturia, on est fiers, on est les seuls à faire du Beluga 100% français. Et on est aussi des éleveurs de caviar, car le caviar s'élève au même titre que les grands vins de notre magnifique région dans barrique, dans des boîtes d'origine qu'on appelle les boîtes à pistons, qui permettent d'avoir plus de complexité, plus de longueur en bouche, plus de typicité dans nos caviars. Et on est très fiers défenseurs chez Sturia de cette dimension authentique du caviar. Oui, c'est incroyable, Laurent Dulot, parce que j'étais en train de me dire, vous êtes à la fois comme les producteurs laitiers, c'est-à-dire que vous vous occupez de l'animal, de sa production, et après vous êtes des affineurs, parce que le caviar, on peut pas le sortir tout frais, sorti du poisson. On peut le sortir tout frais, sortir du poisson. Il y a aujourd'hui une énorme tendance qui est une tendance un petit peu asiatique pour des caviars très frais, qui sont très jolis, très frais, très croquants. Mais nous, en fait, on a une autre vision du caviar, qui sont des caviars plus puissants, plus organoleptiquement affirmés et affinés. Et voilà, c'est deux visions qui ont certainement chacune leur raison d'être, qui sont aujourd'hui deux alternatives pour les consommateurs. Mais nous, en Aquitaine, on est vraiment des
des fervents défenseurs de cette image authentique du caviar. Comment se porte la production du caviar en Aquitaine? Enfin, est-ce que c'est en hausse? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est en régression? On n'en a pas d'idée du marché. Alors, il y a une dimension marché, il y a une dimension climatique. Et au même titre que nos amis éleveurs de bovins et de volailles, on a, par le changement climatique, quelque chose que peu de gens considèrent, mais qui est avant tout, avant l'élévation des températures ou le manque d'eau, mais qui est lié à tout ça, l'apparition de nouvelles maladies. On voit bien comment ça se traduit aujourd'hui pour l'année bovin. Nous, ça, c'est un vrai risque que l'on a. Oui. Et donc, on travaille beaucoup avec mes petits camarades sur cette dimension-là. Oui. Et puis, il y a effectivement cette dimension qui est liée à l'évolution climatique et Bien qui sûr. est un vrai sujet pour nous. Pourquoi? Parce que l'eau devient trop chaude et c'est un problème pour les esturgeons? L'eau peut devenir trop chaude et l'eau peut devenir plus rare. Donc c'est pour ça qu'avec, encore une fois, mes camarades de l'association Caviar d'Aquitaine, de l'ODG, on travaille sur un programme, on va initier en 2026 un programme ambitieux sur justement la dimension, comment dirais-je, la défense patrimoniale de l'eau de notre région. Oui. Alors, ça fait longtemps qu'il y a des esturgeons en Aquitaine. Hein, c'est pas d'hier, non, parce qu'on se dit 200 millions d'années à peu près, une bagatelle, on va dire. Oui, en revanche, c'est plus récent le fait d'en faire du caviar. Ce sont les Russes, les expatriés du début du XXe siècle qui vous ont montré ou qui vous ont incité à faire du caviar? Tout à fait. Nous, on pêchait le poisson qu'on appelait le poisson roi, donc le créax dans la Gironde. Ouais. Et les Russes, effectivement, expatriés de la première révolution. Au moment de la révolution, sont venus se réfugier chez nous et nous ont appris à faire du caviar en nous disant, mais voilà, les œufs que vous jetez au poule, c'est un petit peu de l'or, les gars. Donc il faudrait peut-être voir comment on pourrait se le mettre dans le gosier. C'est eux qui nous l'ont appris. Oui. Et ce qui est assez marrant et assez incroyable, c'est qu'en 1980, quand le gouvernement français a demandé au CEMAGREF à l'époque de protéger la ressource du bassin, de l'estuaire de la Gironde, en faisant un conservatoire, ce sont les Russes à nouveau qui, dans le cadre d'un échange de savoir-faire, sont venus nous apprendre à faire pousser les esturgeons, et nous, en retour, on leur a appris à faire pousser les boues. Voilà. Alors, on sait que les grands bassins de la Caspienne sont évidemment le caviar sauvage a quasi disparu. Maintenant, il y a de l'élevage côté iranien comme côté russe. Quels sont les grands concurrents du caviar français aujourd'hui en Europe notamment? Alors, tout à l'heure, quand je parlais de l'Asie, le plus grand des concurrents, c'est la Chine. Comme toujours. Quand la Chine se réveille, comme disait un certain Alain Perfit, elle s'est réveillée. Donc, du coup, on a la Chine qui est numéro 1 mondial, qui fait à peu près 60% du caviar dans le monde aujourd'hui, avec un certain risque, comme je le signalais tout à l'heure, d'uniformisation du goût, sur des caviars très jolis, très instagrammables, et c'est un petit peu la mode, mais finalement en bouche relativement pauvre. Et il y a ensuite les Italiens, deuxième producteur mondial, et troisième producteur mondial, la France, quatrième producteur, la Pologne. Donc on est et l'Europe quand même aujourd'hui l'offre européenne, puisqu'il faut aussi considérer l'Europe, est la seule barrière résistant au tsunami du caviar chinois. Mais Laurent Dulot, il y a un truc qui m'étonne un peu. Si on a cette antériorité et ce savoir-faire et même une IGP pour le caviar d'Aquitaine, comment expliquer que les Italiens soient devant nous en termes de production? Parce que les Italiens ont été beaucoup plus rapides que nous. Parce qu'ils sont malins. J'allais le dire. Je sors à l'instant même d'amis qui sont italiens. La combinazione italiana funziona sempre bene. Et donc ça marche très bien. Vous leur avez mis un petit tacle. Mais c'est de bonne guerre dans la concurrence européenne. Non, c'est amical. Un dernier mot qui me semble important. Le produit caviar, évidemment, apparaît comme souvent intouchable pour la plupart d'entre nous. Ça reste un produit de luxe alimentaire. Alors, il y a un inconvénient, c'est que, évidemment, c'est cher. Mais l'avantage, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup pour se faire plaisir. Donc, je dirais, l'un contrebalance l'autre. Je dirais qu'avec 30 grammes de caviar par personne, on a déjà l'expérience caviar, non ? 30 grammes, on est même très généreux, cher Vincent. 10 suffisent. Comme une belle truffe. Alors j'aurais tout intérêt en tant que producteur de caviar de pousser la dose, mais en fait, quand les caviars sont très goûteux, c'est un peu comme les truffes quand elles sont très goûteuses. Les papilles
ont tendance à saturer assez rapidement. Donc 10-15 grammes, c'est déjà une jolie portion. Ouais. Et pour avoir une idée de tarif, si je peux me permettre, il y a des très bons caviars d'Aquitaine, des seconds crus, comme on appelle le caviar d'Aquitaine, qu'on trouve en grande distribution, Ouais. à 10 euros, 15 euros les 10-15 grammes. Et après, évidemment, si on va sur les premiers crus, chez nos amis épiceries, poissonniers et autres fromagers, il faudra compter le double, soit une trentaine d'euros par personne. Ça veut dire qu'on est entre, grosso modo, entre 1500 et 2500 euros le kilo. Hein, mais absolument. Absolument. C'est exactement ça. Pour faire simple. Alors moi je vous le dis, j'adore le caviar avec un œuf coulant, quoi, un œuf mollet, hein, ou un œuf poché. Je trouve que le jaune d'œuf ça va merveilleusement avec le caviar. Vous, c'est comment pour vous? Moi, alors, si je vous suis, tout seul. C'est Robuchon qui disait que l'œuf et l'œuf ça marche très très bien, payer son âme. Moi, le caviar, effectivement, moi c'est d'abord tout seul avec un très beau champagne. Voilà, ça marche très bien. Bah. Avec des dosages très faibles dans la liqueur de dosage, si possible des bruts ou des extra bruts, c'est mieux. Et moi, c'est une vraie régalade. Dans l'apéritif, c'est une régalade. Allez, je vous vends déjà la mèche, mais on terminera l'émission avec Francis Aigli du domaine Aigli-Ourier à Ambonnet, en montagne de Reims. Magnifique maison. Bah oui, ça fonctionne pas mal. Et ça va très bien avec Sturia. Moi, autrement, une patate et de la crème, hein. Ça va très bien aussi, hein. Bien aussi. Une pomme de terre chaude, un peu de caviar, de la crème un peu aigre, un peu acide. C'est absolument merveilleux. Merci beaucoup Laurent Dulot. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Caviar et pour la marque Sturia notamment. Caviar d'Aquitaine qui a son IGP que vous retrouverez facilement dans vos magasins. Et je vous souhaite une belle fin d'année. On va sauter de la perle noire du caviar au diamant noir. Si vous savez pas de quoi il s'agit, restez avec nous, à tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bon, comme vous l'avez compris les amis, on démarre notre réveillon de Saint-Sylvestre avec le caviar, comme on l'a vu il y a quelques minutes. Faut dire que là, on est dans le plus. On est dans le superlatif du produit alimentaire français. On va faire tout français. On va aider nos producteurs, même si c'est des produits un peu luxe. Et on est évidemment avec un smoking ou au moins un costume noir pour la Saint-Sylvestre. Une fois l'an, on a le droit. Et si on est tout en noir, on mange en noir aussi. On a commencé au caviar. On va continuer avec le diamant noir. Quel beau joyau. Je veux parler évidemment de la truffe noire. Et j'ai passé un coup de fil du côté de Cahors à la maison Pébert et je suis avec Pierre-Jean Pébert au téléphone. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour Serge. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Pierre-Jean, je voulais qu'on parle du diamant noir. On va tout de suite dire, du point de vue des spécialistes que vous êtes, tout le monde veut de la truffe à Noël et pour la Saint-Sylvestre. C'est normal, on fait des grands dîners, des réveillons un peu fastueux. Et pourtant, la saison, c'est encore le début de la saison, quoi, la fin décembre. C'est vraiment le début, oui. La truffe n'est pas assez mûre. Elle commence à mûrir à partir du mois de septembre et puis elle va progressivement prendre sa couleur et son odeur. Ouais. Et c'est que fin décembre qu'elle en a un peu. Mais la vraie saison pour se régaler de la truffe, c'est janvier-février. 15 janvier, fin février, on peut dire. Il y a un mois et demi vraiment bien, là. Oui, voire un gros mois du 15 janvier, 15 février. Là, vraiment, la truffe est à sa plénitude. C'est vraiment très bon, là. Alors, vous êtes sur un terroir extrêmement patrimonial pour ce qui est de la truffe, le Lot, avec l'antique marché de l'Albinque qui est pas très loin de chez vous. Vous êtes à Cahors, donc vous êtes distributeur. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle un caveur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trufficulteur vous-même. J'ai une quinzaine d'hectares de terre, mais ça ne représente rien du tout. Même ça représente absolument rien dans les truffes que je traite. Non, je suis négociant chez des acheteurs qui achètent sur tous les marchés pour moi. Et mon travail, moi, c'est de laver les truffes sur la terre, de les laver et de les trier surtout. Eh oui.
Oui, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que évidemment la première réaction des Français, qui se pensent toujours assez malins, certains le sont, c'est de se dire mais s'il y a un négociant, ça crée un intermédiaire en quelque sorte, et cet intermédiaire, ça a une marge supplémentaire. Alors ça, c'est certes vrai, mais on sait si on a une fois dans sa vie, alors moi je connais assez bien les truffes, mais j'en vois beaucoup qui les connaissent bien moins bien et qui vont acheter sur les marchés aux truffes des truffes qui sont couvertes de terre, qui sont souvent mélangées entre des truffes très mûres, d'autres qui le sont trop, d'autres qui ne le sont pas assez. Vous êtes l'intermédiaire qui permet de trier, de faire le tri et de proposer un produit optimal. Voilà, je propose un produit qui est consommable en entier, tandis que sur les marchés, quelquefois, on peut tomber sur des truffes dont un particulier n'a pas l'utilité et que moi je peux utiliser en brisure, dans d'autres... Oui, bien sûr. Oui. Alors que quelqu'un qui achète une truffe, c'est pour la déguster. Et si on se plante de truffes, parce que ça peut arriver dans un sac, tout sent à peu près la truffe, et c'est très difficile d'identifier les bonnes, surtout quand elles sont pas ce qu'on appelle canifées, si on n'a pas regardé l'intérieur de la truffe, c'est très difficile de s'y reconnaître et on peut se faire avoir. C'est comme acheter une bouteille bouchonnée, quoi. Oui, c'est un peu ça. Alors, c'est pas le vendeur peut-être ne l'a pas fait exprès. Ah non. Mais on peut trouver, oui. À partir du moment où la truffe a été repérée par le chien et elle a été déterrée, elle est en terre, quelqu'un qui a l'habitude, il le voit, mais ça peut passer au travers et on peut avoir des brumales, c'est-à-dire une variété de truffes qui est moins bonne que la nôtre. Oui, bien sûr, parce que mon boulot, comme je les lave, je le vois. Et voilà, et elles se ressemblent, c'est vrai, surtout quand elles sont couvertes d'une gangue de terre. Il faut savoir que quand la truffe est extraite, alors selon son terroir aussi, parce que il n'y a pas les mêmes sous-sols partout, elle est d'abord lavée, brossée. Pour qu'on voit l'enveloppe de cette truffe, la peau, oui. Et ensuite, elle est canifée. Vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert de canifer, de retirer un petit pétale? Voilà, on enlève on fait un petit entaille dans la truffe, on enlève une partie de la peau pour voir à l'intérieur si elle est bien noire avec des veines blanches. Ouais. Et là, ça veut dire qu'elle est mûre. Oui. Parce qu'au début, elle est plutôt grise-brune. Blanchâtre, gris, c'est pas... Robe de bure. Un peu, oui, un peu. Sur le jaune, quelquefois. Mais c'est pas... Non, et là, ça veut dire qu'elle n'est pas mûre. Ouais. Et c'est vrai que on a le droit, normalement, d'acheter de la truffe à partir du 15 novembre. Mais honnêtement, du 15 novembre au 10 décembre, ça vaut pas le coup. Pierre-Jean Pébert, quand vous dites elle n'est pas mûre, est-ce que ça veut dire qu'on ne se fie pas qu'à son nez? Est-ce que il faut l'avoir aussi vue, cette truffe? Surtout, moi, je ne les sens pas, les truffes. Ah oui. Je l'ai pas vu, en fait. Mon nez est complètement saturé par l'odeur de la truffe. Mon père disait qu'il sentait les premières et les dernières, voilà. Et quand il y en avait pas beaucoup. Mais au milieu, on ne sent plus rien. Et nos critères, c'est ce canifage qui nous permet de voir le degré de maturité de la truffe et également de tester sa consistance. Il faut qu'elle soit relativement ferme, mais un peu comme une balle de tennis. Ferme et souple à la fois. Si elle n'est pas assez ferme, il faut s'en méfier parce qu'elle est soit elle est gorgée d'eau et elle va bientôt pourrir, ou elle et si elle est trop ferme, trop dure, c'est qu'elle a souffert des sèches-presses pendant l'été, et on s'appelle les boisés, ces truffes, parce qu'elles sont dures de bois. Voilà, il faut les écarter et il faut qu'elles soient souple. Alors là, il faut avoir du doigté, il faut avoir l'habitude, quoi. Quelques années dans la truffe pour le comprendre, il faut avoir l'habitude. Et voilà, sinon c'est pas très compliqué. Mais en tout cas, le nez ne sert jamais à rien. Surtout sur les marchés, si vous mettez une truffe en terre sous le nez, vous allez plutôt sentir la terre que la truffe. Bien sûr. Donc, non, il faut se fier surtout consistance et maturité.
couleur de la chair. Et évidemment, si à l'endroit où c'est canifé, si on presse dessus et qu'il y a de l'eau, ça veut dire qu'elle est morte déjà. Hein. Ça veut dire qu'elle a subi un gel. Elle a gelé à un moment donné de son existence. Et le gel, c'est un peu comme quand on les congèle. Le gel a cassé la structure. Les cellules d'eau, oui. Les cellules avec l'eau. Elles se sont cristallisées et à la décongélation ou après le gel, eh ben, ça relargue de l'eau. Ouais. Voilà. Et elle pourrit très vite après. Oui, il y a aussi un arôme qu'on peut traquer, c'est ces arômes, un peu comme dans certains vins, des volatiles, des esters qui seraient un peu une odeur de peinture, enfin, je sais pas comment dire. Alors, dans la truffe noire, il y a beaucoup de volatiles. Oui, de molécules. Ce sont des molécules de décomposition, en fait, parce que quand elle est mûre, elle meurt. Ouais. Et c'est des produits plutôt soufrés. Oui, oui. Des aldéhydes, de l'alcool. Il y a de l'alcool dans l'arôme de la truffe. Ouais. Et ce sont des volatiles de décomposition. Mais dans la truffe noire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a également des composés lourds qui permettent de la cuire et qui se développent à la cuisson. C'est pour ça que la truffe en conserve a de l'intérêt, c'est parce que ces composés lourds, elles ne sont pas tout à fait les mêmes que les volatiles, ces composés lourds permettent à cette truffe d'être cuite, contrairement à la truffe blanche d'Italie, qui, elle, n'a qu'un seul composé volatile, et que volatile, et qui fait qu'elle est très puissante quand on la sent, mais si on la cuit, elle perd toute sa qualité. Alors, Pierre-Jean Pébert, ça veut dire que la truffe noire dite du Périgord, mais qui n'est pas toujours du Périgord, évidemment, il faut la cuire ou la chauffer, à minima, parce qu'elle n'a pas besoin d'être cuite longtemps. Donc, ça n'a pas de sens, selon vous, de la râper au dernier moment, comme on ferait avec des truffes blanches sur un plat. Ah, sûrement pas. C'est par imitation de l'utilisation de la truffe blanche que l'on s'est mis à râper la truffe noire. Mais la truffe noire, elle doit être cuite, elle doit arriver à 40 degrés, si vous voulez. Il ne faut pas la cramer. Oui, exemple, bien sûr. Entre la peau et la chair d'un poulet que l'on doit rôtir. Ça sera que du carton. Mais si elle est protégée, il faut absolument la monter en température jusqu'à une quarantaine de degrés. Alors que la truffe blanche italienne ne peut pas faire ça. C'est pour ça que là, il y a une raison de la râper sur des pâtes. Je comprends. Ou du riz. On perd une partie de sa qualité en la râpant. Parce que c'est chaude qu'elle va donner. Qu'elle va se livrer à nos papilles et à notre nez. Pierre-Jean, un dernier mot. Moi, j'adore avec les œufs, parce que ce que vous décrivez, dans une brouillade, c'est parfait, par exemple. Qu'est-ce que c'est votre recette à la truffe, vous? C'est comment chez les Pébert que l'on consomme les truffes noires, préférablement? C'est toujours dans des recettes très simples, avec des produits très neutres, très simples. La meilleure recette, c'est pas celle qui consomme le moins de truffes. C'est une recette de sandwich à la truffe. Il faut du pain rassis de quelques jours, 3 jours. Ce pain, on fait des tranches. Comme si on faisait un sandwich avec du jambon. Un peu comme un croque, un croque-truffe, un peu comme un croque. On met du beurre, du beurre doux sur les deux tranches du pain. On met des de truffes au milieu et un peu de sel, un peu de poivre, et on referme ce sandwich. Et on poêle? Non. Non, même pas. Juste comme ça. Ce sandwich, d'abord, on le plie dans du cello frais. On le met on le garde au frigo 2 jours. Pour que ça imprègne. Ça imprègne et que le beurre se solidifie. Et après, on le met au four. Comme si en cuisine, on le mettrait à la salamandre. On le met au four. Et à ce moment-là, le pain va juste se toaster colorer. Un petit peu, Le beurre va fondre. Là, on le sort de là. On coupe très rapidement ça, un peu de gros sel, et on le mange
chaud à l'apéritif. Ah bah et voilà. là, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Jean Pébert. On fera ça. Puis si on n'a pas la salamandre dans le four, on peut aussi coucher son grille-pain. Je vous le signale, moi je le fais souvent. Je couche le grille-pain et je mets les tranches horizontales dedans avec la truffe. Bonne idée. Merci Pierre-Jean, une très bonne fin d'année à vous. On va continuer notre menu de la Saint-Sylvestre. On va s'occuper un petit peu d'un produit, alors là, tellement recherché en ce moment, le pâté en croûte. À tout de suite. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les amis, on continue notre menu de la Saint-Sylvestre. C'est le dernier dimanche de l'année, il faut en profiter. Ça arrive là dans 2-3 jours. Alors, ce menu de la Saint-Sylvestre, on l'a démarré avec le caviar d'Aquitaine. On a continué avec la truffe noire. Eh bien, il y a une sorte de nouveau venu sur ce podium des grands produits de la fin de l'année. Oui, vous en avez entendu parler. Je me suis pas gêné dans cette émission pour vous en parler. C'est le pâté en croûte. C'est dingue. Comme si le pâté en croûte était la nouvelle mode, la nouvelle folie française au moment des fêtes notamment. Alors j'ai appelé un très grand spécialiste qui est avec nous au téléphone. Bonjour Johan Lastre. Bonjour. Johan Lastre, vous êtes traiteur et on va dire traiteur de cuisine charcutière à Paris, pour faire simple. Et vous êtes surtout, vous avez été champion du monde de pâté croûte, dans cette grande épreuve. Et oui, ça a changé ma vie il y a quelques années et depuis, on a une boutique avec ma femme de pâté en croûte. Ce qui est incroyable, avec Marion, d'ailleurs, on en reparlera parce qu'elle a donné son nom à une sacrée préparation chez vous. Johan, vous êtes Cévenol, pas très loin de Nîmes, là, en montant dans les Cévennes, et vous êtes arrivé à Paris, vous avez été d'abord cuisinier, on va dire, vraiment, c'était votre travail. Et comment est-ce qu'on passe de la cuisine à devenir un charcutier traiteur de qualité? Moi, mon parcours, c'était vraiment être cuisinier. Donc, je travaillais au Ritz, à la Tour d'Argent, dans des belles maisons parisiennes à 30 ans. Et ayant eu la chance de faire quelques concours de cuisine, un jour, je me suis inscrit à celui du championnat du monde de pâté en croûte et ça a changé ma vie. Quelques mois avant la finale, Marion me dit que si on gagne, on ouvre une boutique de pâté. J'ai voulu être chef dans un restaurant. Mais du coup, j'ai ouvert une boutique avec Marion. Et boum. L'aventure est superbe. Et ça a explosé. Alors, ce qui est incroyable, mon cher Johan, c'est que chez Lastre sans apostrophe, vous rivalisez de préparation. Enfin, je veux dire traiteur, mais enfin, on a dépassé le traiteur de son quartier, même s'il y en a beaucoup qui travaillent extrêmement bien et qui font des choses magnifiques. Mais vous, on va dire, j'ai utilisé ce terme de cuisine charcutière parce que vous restez quand même cuisinier. Dans vos préparations. Oui, on a une approche qui est codifiée par la cuisine et non pas par les traités de charcuterie. C'est ça. Donc on a la fraîcheur, le marché qui nous guide au quotidien dans ce travail et c'est pour ça aussi que ça plaît, c'est la spontanéité vraiment. Marion et moi on aime manger, on le fait. Voilà. Alors, j'ai pensé à vous quand j'ai eu dans mon émission il y a un mois Thibaut Gonzalez, qui est le nouveau champion du monde de pâté à croûte, charcutier à Thuir dans les Pyrénées-Orientales. Je lui avais dit à la descente du podium, Thibaut, vous vous rendez pas compte à quel point ça va changer votre vie, parce que en fait, vous l'avez vu venir, vous, cet engouement des Français pour leur pâté en croûte. Je dis leur parce que tout le monde s'arroge ce pâté en croûte. Non, mais moi j'étais vraiment au début de l'histoire de ce qui est devenu cette mode. Un phénomène, Grâce aux organisateurs de ce concours un peu fou. Et aujourd'hui, on traverse... Nous, on a traversé le monde il y a quelques semaines avec Marion pour participer à la sélection au Japon du concours. C'est une folie, quoi. C'est un engouement extraordinaire. Et alors, ce qui est génial, puisque là, on prépare la Saint-Sylvestre, qui arrive à grands pas, c'est à la fois un plat de haute valeur culinaire, le pâté en croûte, quand il est bien fait, évidemment, parce que, comme le disent les organisateurs du concours, quand on est arrivé, il n'y avait plus que des pâtés en croûte industriels, c'était horrible, et on a redonné les
leur lettre de noblesse à ces pâtés en croûte, ou ces pâtés croûtes, comme disent les Lyonnais. Et aujourd'hui, c'est l'avantage, parce que la Saint-Sylvestre, c'est un moment où on n'a pas envie de passer son temps en cuisine. Généralement, on sort les huîtres, le saumon, des choses assez simples. Et le pâté en croûte, ça en fait partie, parce que c'est froid, c'est fait par un autre, et on peut le servir, et c'est magnifique. Oui, ça se conserve bien aussi, ça voyage bien. Donc, ouais, c'est un produit idéal pour... ça peut être un peu, un remplacement du foie gras, parce qu'on en a déjà mangé à Noël, par exemple. C'est une bonne alternative. Ouais. Et on a plein de clients qui mettent ça sur leur table de Noël et leur table du réveillon du 31 aussi. C'est un peu la plancha de haut vol, parce que c'est le summum du produit apéritif, le pâté croûte coupé en petits carrés pour les gens qui sont là. Ouais, nous on le voit en proposant ça toute l'année, on a de plus en plus de demandes de ce style pour les apéros. Bah ouais, j'imagine. Et ça marche super bien de ce côté-là. Ouais. Alors on peut rappeler quand même, puisque vous êtes champion du monde, les préceptes absolus. Le pâté en croûte, c'est d'abord la croûte, c'est-à-dire la pâte qu'on utilise, la gelée qui va se retrouver à l'intérieur, qui va servir aussi à étanchéifier en fait la farce qui se rétracte un peu à la cuisson, et puis la composition de la farce. Alors vous, votre pâte, c'est quoi ? Nous, c'est une pâte pure beurre. Ouais. Comme disait Auguste Escoffier, il y a 3 ingrédients importants dans la cuisine, le beurre et le beurre. Oui, surtout chez les traiteurs et les pâtissiers, oui. Ouais, voilà, on met du bon beurre. Et donc là, nous, ce qu'on cible, c'est l'ultra croustillance de la pâte. Donc nos pâtés sont cuits tous les jours. Tous les jours, on fait des pâtés. Ouais. Pour que l'expérience client, quand il vient à la boutique, il y a une croustillance optimale. Ouais. Ensuite, au niveau de la gelée, c'est des bouillons qui cuisent au moins 8 heures. Comme le consommé de bœuf au Porto qui est sur la majorité de nos pâtés, donc comme un consommé double à l'ancienne. Et après, les farces, on sélectionne des beaux produits, des beaux filets, des beaux alcools, des belles marinades, un petit peu de pistache, de la compotée d'oignons pour donner du moelleux. Ouais. Et tout ça enfourné pendant au moins 45 minutes, voire 4 heures de cuisson pour l'oreiller de la Belle Marion. Et voilà, selon les formats, parce que l'oreiller fait 14 kilos et on a des pâtés qui peuvent faire jusqu'à... Il est plus lourd que la Belle Marion, en fait, pratiquement. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte de l'activité en période de fête. Vous avez un labo qui est sous votre boutique, rue de Grenelle, et dans le fond de la boutique, mais c'est pas une place immense comme on peut avoir des labos hors ville, notamment dans des villes de région. Donc, ça doit être extrêmement compact. Et vous nagez dans le pâté croûte, vous, au mois de décembre? Oui, on peut fabriquer entre 40 et 60 pâtés en croûte tous les jours. Ouh là 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 là, oui. Donc, c'est fou. Le matin, on arrive, il faut démouler les pâtés. C'est quoi, c'est une moyenne de 4 kilos, 5 kilos, un pâté en croûte chez vous? Allez, oui, on va dire ça, oui. Oui, d'accord. Ouais. Si on en fait 60, on a compris que ça prend de la place, oui. Effectivement. Oui, et après, il n'y a pas que de la viande, il y a la croûte, il y a la gelée... Mais c'est du boulot, surtout comme vous le dites, on n'a pas trop de place chez nous, mais c'est ce qui fait notre charme aussi. Un dernier mot, cher Johan Lastre, pour parler de cet oreiller de la Belle Marion. Alors, on a la chance d'avoir en commun d'être membre de la confrérie de l'oreiller de la Belle Aurore, la Belle Erreur, j'allais dire, la Belle Aurore, vous et moi, il n'y a pas d'erreur, et on a cette vénération pour l'oreiller de la Belle Aurore. Pourquoi est-ce que chez vous il s'appelle l'oreiller de la Belle Marion? Parce que la première fois que je l'ai fait, comme c'était une pièce vraiment magnifique, j'ai donné le nom de ma femme. C'est un acte d'amour. Et du coup, c'est rigolo, c'est un petit clin d'œil. On a voulu se démarquer un petit peu là-dessus et au final, on respecte les préceptes de la recette. On ne déroge pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dites-moi les viandes qu'on y trouve. Ça nous fait rêver juste à l'arrivée de la Saint-Sylvestre. Donc là, on a 7 gibiers différents avec 7 alcools différents, avec aussi de la volaille, du veau, du cochon. Du foie gras, des riz de veau, de la truffe, et chaque viande est marinée avec un alcool différent. Donc, parce que quand on mange une tranche, on a une sorte de patchwork de goût, quoi. Oui, voilà, et il y a aussi une osmose qui se fait à la cuisson, il y a des mélanges qui se font, mais on a voulu pousser un petit peu le travail sur ce produit-là, et quand on truffe, on fait pas seulement mettre de la truffe aussi, de notre oreiller,
souvent on met 3% de truffe pour dire truffé, mais nous on fait des foie gras truffés à 10%, on fait de l'oreiller un peu plus truffé que la moyenne, et c'est pour ça aussi que ça plaît. Et vous êtes gardois et c'est un beau terroir à truffe. Vous êtes né un peu dans la truffe quand même, hein. Il faut bien le dire, pas loin, ouais. Merci beaucoup Johan Last, merci à toute votre équipe, et je rappelle que vous êtes rue de Grenelle à Paris, et qu'on peut encore aller chercher du beau pâté en croûte avant de passer à la Saint-Sylvestre. Il nous reste le temps. Voilà, et je vous souhaite vraiment une belle fin d'année et sortir un peu du pâté, hein, vous avez le droit. Pour vous reposer. Allez, on reste ensemble et on va s'occuper un peu de ce qu'il faut boire aussi à la Saint-Sylvestre. Ah bah oui, manger c'est bien, mais il faut boire un petit peu pour se désaltérer. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bon les amis, on a déjà bien rempli nos estomacs, notre panse, comme on dirait lors des ripailles, hein, avec caviar, truffes, pâté croûte et autres douceurs charcutières, et on n'a toujours rien bu. Alors qu'on s'approche de l'heure fatidique, on n'a toujours rien bu pour notre réveillon. Or, il y a quand même une boisson essentielle les jours de fête comme la Saint-Sylvestre. Vous le savez, c'est le champagne. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ah ben ça tombe bien, j'ai appelé un vigneron champenois. Bonjour Francis Egli. Oui, bonjour Vincent. Francis, je disais, évidemment, d'ailleurs, on va tout de suite vous poser la question. La période des fêtes, on va dire Noël, puis la Saint-Sylvestre, ça représente combien sur le chiffre d'affaires d'une maison de champagne? Alors, la vôtre évidemment, mais globalement, c'est très important, c'est un peu comme les chocolatiers. Oui, bien sûr, c'est une partie très importante la fin d'année. Je pense que ça représente peut-être 50% de la consommation. Ah ouais, c'est dingue. Aussi bien en France qu'à travers le monde. Ouais. Mais on boit du champagne toute l'année aussi maintenant, assez facilement. Ah bah bien sûr, oui, on s'en doute. D'autant que ce champagne, parlons alors de ce champagne. Alors vous êtes vigneron, viticulteur et vigneron à Ambonnay, qui est dans la montagne de Reims. Alors attention, hein, pour ceux qui connaissent pas les alentours de Reims, c'est pas la Napurna, hein, quand on dit la montagne de Reims. Ça culmine à combien la montagne de Reims, Francis? 300 mètres maximum. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est pour parler de ce terroir particulier, parce que la montagne de Reims, c'est un terroir particulier. C'est un peu le terroir des Blancs, non? Des Chardonnays? Alors, il y a deux grandes régions en Champagne. Il y a la Côte des Noirs et la Côte des Blancs. Ouais. Nous, le secteur d'Ambonnay, c'est plutôt les Pinots Noirs. Ouais. D'ailleurs, c'est votre spécialité chez vous. Ouais. Ouais, on a des champagnes qui sont effectivement plutôt à base de pinot noir, oui. Oui, alors c'est intéressant parce qu'il faut se faire un peu à l'idée que le champagne qui est blanc ou rosé, hein, mais moins, utilise aux 2/3, on va dire, du pinot noir qui est pressé en blanc, hein, dans toute la Champagne. Alors il y a deux cépages, il y a le pinot noir et le pinot meunier. Ouais. C'est vrai que ces deux cépages-là, ils représentent à peu près 70, même un petit peu plus, des vins produits en Champagne. Le restant étant fait avec des chardonnays. Oui, les chardonnays qui sont donc minoritaires. Et pourtant, tous ces champagnes, enfin, pour la plupart, sont blancs, même si le rosé gagne des parts de marché, surtout au moment du dessert. Je voudrais qu'on se parle du champagne. C'est vraiment notre joyau de viticulture française. Et c'est aussi un vin qui participe, pour la première fois, malheureusement, cette année, on l'a appris, la balance commerciale de l'agriculture française est déficitaire, alors que le champagne a toujours pesé lourd dans la balance commerciale des produits agricoles et alimentaires. Oui, bien sûr, et de plus en plus, le champagne est de plus en plus apprécié à travers le monde. Il y a tout un tas de marchés émergents, comme je pense notamment à la Corée, qui est un marché assez jeune, que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques mois, qui est un marché très dynamique, très jeune, où les gens se passionnent pour le vin de champagne, pas que pour le champagne, mais comme le champagne étant quand même vraiment comme un vin. Ah oui, faut pas l'oublier, hein, parce que c'est vrai que la bulle nous fait parfois penser à des breuvages un petit peu, je veux dire, composés ou créés de toutes pièces. Le champagne, c'est d'abord du vin. Un vin pressé comme un vin tranquille,
que l'on fait en quelque sorte refermenter en bouteille. C'est ça la méthode champenoise? Oui, c'est ça. En fait, on a les mêmes cépages que la Bourgogne, le pinot noir et le chardonnay. À la base, il faut évidemment faire ce qu'on appelle un vin tranquille, c'est-à-dire avant qu'il soit mis en bouteille et qu'il devienne pétillant, on fait un vin tranquille ou un vin sans bulle. Et c'est effectivement la prise de mousse en bouteille qui permet de faire la méthode champenoise. Alors, on fait du champagne qu'en Champagne. Les champenois sont très avares de leur appellation. On peut le comprendre, hein, parce que c'est évidemment une image de marque. Il paraît que même le mot méthode champenoise, qui correspond à ce que vous nous disiez à l'instant, c'est-à-dire cette façon de refermenter en bouteille et pour donner pour gazéifier en quelque sorte, pour donner du gaz carbonique dans le vin, eh bien, même la méthode champenoise, on n'a plus le droit de s'en servir ailleurs qu'en Champagne. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a une interprofession, ce qu'on appelle le CIVC, le Comité interprofessionnel des vins de Champagne, qui est un grand défenseur du mot champagne, et il a bien raison, parce qu'en même temps, c'est défendre le consommateur, en fait, ou du moins, c'est pour éviter les tromperies, ça permet aux consommateurs de vraiment savoir si le vin provient de Champagne, parce que sinon, on pourrait l'utiliser à travers le monde et ça serait de la contrefaçon, évidemment. Avec une sacrée concurrence. Alors, on sait bien que, même si ce n'est pas sur le même niveau, en tout cas de votre point de vue, d'abord, il y a des terroirs français à vin effervescent, que ce soit traditionnellement la clairette de Die, la blanquette de Limoux, les différents créments en Alsace, en Bourgogne. Tout ça, c'est de la concurrence pour vous, ou ça joue pas dans la même catégorie? Les deux. Je dirais que quelque part, il y a quand même une concurrence parce que le champagne reste un produit quand même relativement cher. Donc, on peut penser que certaines personnes puissent pas se le payer et ils retrouvent leur compte aussi avec des créments qui sont parfois très très bons aussi. Oui, qui peuvent être bien faits quand même. Oui, ça peut être bien fait, bien sûr. Et le champagne reste le champagne. C'est un produit qui demande peut-être encore, je pense qu'il y a encore plus de soins apportés autour du champagne. Je pense au vieillissement en cave, tout le soin qui peut être apporté à la vigne, ou les densités de plantation qui sont aussi très élevées. Donc tout ça, c'est des coûts de production qui sont un peu différents quand même. Et vous, alors en plus, dans des maisons comme la vôtre, des domaines comme le vôtre, où vous êtes vraiment sur un travail de champagne de vignerons, hein, c'est-à-dire parce que toutes les grandes marques de champagne, ce ne sont pas des vignerons récoltants. Enfin, en tout cas, ils achètent beaucoup de raisins. C'est un peu comme des coopératives, mais sous des marques évidemment connues. Alors que vous travaillez le vin comme un domaine de vignerons. Et d'ailleurs, ça vous permet d'avoir des particularismes, des singularités à l'intérieur de votre production. Oui, complètement. En Champagne, il y a différentes catégories d'exploitants, on va dire. Il y a des maisons de négoce qui sont des maisons qui achètent soit des raisins, soit des vins terminés. Oui, directement du vin, oui. En bouteille. Et puis il y a des maisons familiales où on fait les vignes déjà. C'est votre cas, ouais. C'est notre cas, oui. Et on travaille nos vignes, évidemment, et de là, on produit un vin et on fait tous nos assemblages, on fait tout de A à Z. Quoi. Oui, j'ai envie de dire comme les voisins, comme les grands domaines bourguignons, quoi. C'est-à-dire vraiment sur vos parcelles, vos raisins vinifiés, donc on va dire du premier bourgeon sur le cep jusqu'au produit fini, vous êtes à la manœuvre. C'est ça. Ça démarre à la vigne jusqu'au produit terminé, jusqu'à la commercialisation. On fait toutes les étapes de la vigne, toutes les étapes de vinification, les mises en bouteille, les opérations de dégorgement, etc. Enfin, il y a beaucoup de travail autour du champagne. Un dernier mot, Francis Egli. Chez Egli-Ouriet, la particularité, je dirais, aromatique et de touche et de bouche, j'aime bien ce mot, c'est quoi? Comment est-ce que vous définiriez vos champagnes à vous? C'est toujours difficile quand on est vigneron de parler de ses vins. Bon, je dirais que nous, on recherche à la fois l'élégance et quand même une certaine vinosité. Oui. On a des vins, je pense, qui ont pas mal de caractère. On passe beaucoup de temps à la vigne, on y apporte beaucoup de soins, on a une recherche de maturité. Et puis vous vendangez au verre, par exemple. Vendanger en verre, ça veut dire que vous faites tomber des grappes vertes pour concentrer le goût et l'arôme dans les grappes restantes. Ça se fait pas beaucoup en Champagne, c'est pas traditionnel, ça.
Non, ça se fait pas beaucoup, mais on le fait surtout sur notre cuvée de coteaux champenois, puisqu'on a une petite cuvée en Champagne, on produit aussi un petit peu de vin rouge. C'est quelque chose que peu de monde sait, mais on produit un petit peu de vin rouge en Champagne. Et nous, on est assez pointus sur cette cuvée-là. Et effectivement, ces vignes-là qui sont destinées à faire ce coteau-là, ce coteau champenois-là, on fait de la vendange en verre, c'est-à-dire que durant l'été, on retire une partie de la récolte afin de concentrer et qu'on puisse faire un vin qui soit un petit peu plus concentré. Voilà. Un dernier mot sur ces coteaux champenois. J'imagine que si on se fie à la géographie, vous êtes un peu à mi-chemin entre les rouges bourguignons et les pinots noirs bourguignons et les pinots noirs d'Alsace, si on se réfère à la région. Oui, tout à fait. Et même aromatiquement, ça se sent, quoi. Et dans le corps du vin. Il y a une certaine élégance. On retrouve à la fois la puissance des grands pinots qu'on peut avoir dans la Bourgogne, mais aussi des vins qui sont assez élégants, qui sont pas trop puissants, mais qui sont très aromatiques. On parle plutôt de bouquets, des vins qui ont beaucoup de bouquets. Bon, le bouquet final, c'est pour vous, Francis Segli. Alors, j'invite évidemment ceux qui nous écoutent à terminer l'année avec un grand champagne, parce que souvent on fait pas très attention, on s'attache à des marques qu'on connaît, qui rassurent, mais parfois il faut aller vers les vignerons comme vous pour faire des découvertes et se rendre compte que le vin de Champagne, c'est d'abord du vin. Le champagne, c'est d'abord du vin, voilà, même s'il y a des bulles dedans. Merci beaucoup et belle fin d'année à vous, Francis Segli, du côté d'Ambonnay. Voilà mes amis, l'émission s'achève tout comme l'année. Et oui, on ne va pas laisser filer sans se régaler une dernière fois. Bah ça non alors. Mais encore une fois, on mange et on boit français pour soutenir nos paysans. Et surtout parce que c'est bon. Bah voilà, c'est simple. Maintenant direction les infos de 11h. Puis comme chaque dimanche, vous retrouverez les Chevaliers du Fiel dans leur meilleur moment. Bon dimanche, bonne semaine et bonne fin d'année à tous. Restez à notre écoute et on se retrouve l'an prochain pour notre marché du dimanche matin à 10h, tous les dimanches, et c'est reparti. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.